Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la santé. On va se concentrer aujourd'hui avec nos invités sur une structure pour le moins originale, l'hôpital à la maison. Les malades sont pris en charge comme à l'hôpital mais chez eux, vous allez voir. Alors qui peut bénéficier de ce service à Marseille? Comment ça se passe? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Didier Zanini, chef du service d'hospitalisation à domicile de la PHM. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en forme? Ma foi, on va essayer. Isabelle Galantine, vous êtes infirmière coordinatrice à l'HAD. Bonjour. Bonjour. Florence Malafronte, vous travaillez comme sage-femme. Et Christelle Labatte, vous êtes aide-soignante à l'HAD également. Bienvenue. Bonjour. Alors Didier Zanini, l'HAD en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, merci de nous recevoir cet après-midi. Comme vous le voyez, d'abord, c'est déjà une équipe pluridisciplinaire et c'est surtout un service hospitalier, donc une structure hospitalière qui dépend de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et pour l'assistance publique, en tout cas, une nouvelle offre de soins pour les Marseillais, mais bien plus puisque nous intervenons, et on va le voir probablement, sur différentes communes du département. Ce sont des soins coordonnés qui prennent en charge des patients complexes pour des périodes parfois plus ou moins courtes ou plus ou moins limitées, qui sont des soins médicaux et paramédicaux. Alors justement, si on devait donner quelques exemples de pathologies que vous soignez, elles sont nombreuses, mais par exemple Isabelle, qu'est-ce que vous êtes amenée à soigner au quotidien? Alors d'abord, on a une particularité à la PHM, le HAD de la PHM, c'est qu'on a une filière de la mère et l'enfant. Donc ça, c'est inédit, c'est-à-dire que Florence vous en parlera mieux que moi. On suit les grossesses pathologiques et aussi les nouveau-nés qui ont soit une infection à la naissance, soit qui sont de petits poids. Et donc il y a toute une équipe de puéricultrices, de gens formés spécialement pour ça, qui vont au domicile et aident les parents dans ce rôle de parents qui débutent avec des enfants qui posent un peu de problèmes. Mais on a aussi une filière adulte, avec des filières d'activité très précises, beaucoup de soins de protocole uniquement hospitaliers, parce que ces patients-là ne seraient pas ailleurs qu'à l'hôpital, avec des pansements complexes, des méthodes de pansement complexes, des antibiotiques par exemple. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Des personnes âgées, mais aussi des personnes plus jeunes. En fait, c'est un petit peu tout âge. On commence à 3 jours de vie jusqu'à 99 ans. Justement, vous, Florence, donc vous êtes amenée à vous occuper plus des nourrissons. En fait, comment ça se passe quand il y a un souci après l'accouchement? Le bébé est censé rester à l'hôpital, mais vous pouvez le traiter directement à la maison. Oui. En fait, c'est plutôt les puéricultrices qui s'occupent des bébés. Nous, on s'occupe plus des mamans avant l'accouchement, en fait. Et du coup, quand il y a par exemple une grossesse compliquée, oui. Vous êtes amené à aider, à venir chez la maman. On s'occupe de la maman comme si elle était à l'hôpital et elle a un confort de vie à la maison. Didier Zanini, il faut dire que la structure vient de réouvrir, c'est ça, il y a 5 mois, c'est tout récent. Vous avez déjà combien de malades que vous avez soignés? Oui, tout à fait. Juste une petite précision avant de répondre à votre question par rapport à ce que disait notre sage-femme et notre infirmière coordinatrice. On a effectivement volontairement séparé sur un nombre de lits qui nous est autorisé, comme un service hospitalier d'ailleurs, on a séparé donc des filières qui sont la filière obstétricale, dont Florence et ses collègues, puisqu'elles sont 3 sages-femmes à l'HAD, s'occupent en priorité. Donc on prend en charge certains types de patientes, effectivement, dans le cadre de pathologies lors de la grossesse, qui sont bien définies. Toute patiente ne rentre pas en HAD parce qu'il y a une pathologie pendant la grossesse. C'est un travail qui a été fait, bien sûr, en amont, avec les obstétriciens, avec les sages-femmes de l'hôpital, de la PHM en général. Et idem sur les autres filières, que ce soit sur la pédiatrie ou sur les adultes. C'est un travail qui est fait en amont, sur un travail de projet de réouverture de ce service. Et comme vous l'avez précisé, c'est un service qui est ouvert récemment, puisque on a fait ça en 2 phases. La première phase était au mois de septembre sur la filière obstétrique, et la deuxième phase en janvier, donc ce qui est quand même relativement récent, sur la filière enfants et surtout néonates d'ailleurs et adultes. Et combien de patients aujourd'hui? Donc c'est vrai que c'est un service qui tend à se développer de plus en plus, même si notre limite, on est limité sur le nombre de patients pris en charge par jour, ne serait-ce que pour la qualité de la prise en charge et par rapport au personnel. On a pris plus de 320 patients aujourd'hui, enfants, femmes enceintes et adultes confondus, sur tout le territoire marseillais jusqu'à présent. Alors avant de continuer notre discussion, je vous propose de regarder ce reportage. Nous avons passé une matinée dans les locaux d'Hospidum à l'hôpital de la Conception à Marseille. Nous avons suivi un soignant pendant sa visite. Regardez. Ici, pas de chambre ni de malades. Pourtant, le service compte 50 lits d'hospitalisation qui sont situés directement au domicile des patients.
Chaque matin, le personnel soignant se réunit pour évaluer la situation de tous les malades. Elle a fait une consultation. À la suite de la consultation, elle est hospitalisée. Les équipes mobiles partent ensuite approvisionner les patients en médicaments et leur prodiguer les soins quotidiens. Vous avez des normes-conception ? Ouais. Bon, je vais vous prendre un peu l'attention. À plus de 80 ans, Conception est soignée à son domicile depuis 2 mois, après de nombreux séjours à l'hôpital. Sous oxygène, elle reçoit la visite d'un soignant tous les jours. Je suis contente de tout le monde. À la maison, c'est bien, mais à l'hôpital aussi. À la maison, j'aime mieux. Pour sa fille, qui s'occupe beaucoup d'elle, mais aussi de son père et de sa sœur handicapée, cette présence quotidienne représente une bouffée d'air frais. À l'hôpital, bon, on avait des trafics va-et-vient, mais depuis qu'elle est à domicile, il a la Chadi qui viennent. Déjà, je suis soulagée. De deux, dès que je les appelle, ils sont vite là. Et quand ils viennent, c'est avec le sourire, ils mettent plein de gaieté, quoi. Ils font sourire même maman, ils leur font rire. Mais depuis qu'ils sont là, je suis contente. Non, franchement, je suis très contente d'eux. Et maman aussi. Température, tension, la SAT, voilà, on vérifie s'il ne faut pas augmenter l'oxygène ou l'augmenter ou pas. Parce que c'est une dame. Ouais. Voilà, donc il faut la tourner puisque sa fille n'arrive pas à lui faire la toilette toute seule, bien entendu. Et puis voilà, donc on vérifie tous les points d'appui, que cette dame aille bien. Voilà, et puis ça marche bien puisqu'elle va mieux. Hein. Depuis qu'elle a retrouvé ses repères, Conception reparle et remange même un peu, ce qui rassure sa famille. Après une petite discussion, Christelle poursuit sa tournée dans le quartier de Saint-Julien. Oui. Merci. Visite de contrôle chez cette patiente qui vit seule et à qui on changera demain son pansement à pression d'air négative de type VAC. Tous les soins sont retranscrits sur le dossier du patient à son domicile. De retour au siège d'Hospidum, chacun fait un compte-rendu de sa journée devant l'équipe avant la relève de l'après-midi. Les soignants resteront joignables 24 heures sur 24 sur leur téléphone portable. Pendant ce temps, les appels continuent pour des demandes d'hospitalisation à domicile. Depuis 5 mois, le service comptabilise un taux de remplissage de 80%. Alors concrètement, comment on fait pour être pris en charge par l'HAD, Didier ? Alors tout simplement, comme on le voit d'ailleurs dans votre très beau reportage, l'HAD est ouvert 24 heures sur 24, ça fait partie des réglementations, et sur un numéro unique. Donc simplement, il suffit de nous appeler, donc je me permets de le rappeler, 04 91 43 53 00, quand on appelle de l'extérieur, puisque un médecin généraliste peut totalement saisir l'HAD pour un de ses patients, d'ailleurs pour éviter une hospitalisation parfois. Ou de l'organiser. C'est un peu notre volonté quelque part de pouvoir intervenir en amont de l'hôpital. Mais bien évidemment, l'HAD est beaucoup plus connu pour son hospitalisation en aval, comme une structure d'aval, et donc pour pouvoir prendre en charge à partir des services hospitaliers de la PHM, que ce soit des adultes ou des enfants d'ailleurs, ou de la maternité et des femmes enceintes. Donc c'est les médecins hospitaliers, les cadres, les soignants qui nous appellent, bien sûr là sur des heures ouvrables dans la journée. Alors ensuite, là, vous jouez un rôle important, Isabelle, puisque vous êtes sollicitée en tant qu'infirmière coordinatrice pour aller rencontrer ces patients et voir ensuite s'ils vont pouvoir bénéficier de l'HAD ou pas. Tout à fait. En fait, je suis accompagnée d'une personne qui est essentielle mais qui n'est pas présente aujourd'hui, qui est l'assistante sociale. Et c'est un binôme important. On se rend sur le lieu d'hospitalisation d'origine ou au domicile du patient et on fait une évaluation en termes de soins, de personnel, de matériel. Quand on revient, on soumet ce dossier au médecin coordonnateur et qui, avec l'accord du médecin traitant, décide de l'hospitalisation. Donc c'est un vrai travail d'équipe. C'est un travail d'équipe où tout le monde a une place importante parce que c'est une chaîne, hein, s'il manque un maillon, tout ne fonctionne pas bien et heureusement tout le monde est impliqué, apprécie son travail et donc ça se passe très bien. Moi, mon travail, c'est juste être le chef d'orchestre de tout ça, en fait. Dire à quel moment les gens interviennent et faire en sorte que tout roule. Voilà. Mais chacun a une importance dans cette équipe. Alors justement, quelles sont les conditions pour que l'HAD soit possible ? Alors il faut que le logement ne soit pas insalubre déjà, c'est une des conditions. Quelles sont les autres conditions ? Ce qui nous paraît très simple, évident, c'est l'eau, l'électricité, le téléphone.
déjà, parce qu'il faut le préciser qu'à Marseille, il y a des populations qui vivent dans des conditions où ces critères-là n'existent pas. Donc Christelle pourra en parler. D'ailleurs, nous sommes déjà intervenus dans des caravanes. Donc ça, c'est la base. Et puis vérifier que même s'il y a ces 3 critères-là, que le logement soit propre à une médicalisation. Et après, il faut l'entourage de la famille. On ne peut pas imaginer qu'une personne soit hospitalisée seule, surtout s'il est dépendant. Et après, bien sûr, des critères médicaux qui sont décidés de toute façon par les médecins et le médecin prescripteur de l'HAD et le médecin coordonnateur. Qu'on peut préciser également, c'est de dire que si ces patients-là n'étaient pas en HAD, ils seraient à l'hôpital de toute manière dans un service traditionnel. Donc c'est véritablement la différence entre l'HAD, qui est l'hospitalisation à domicile, où l'hôpital se déplace avec toutes les équipes, tout le matériel nécessaire pour la prise en charge du patient, très différente d'une prise en charge par des soignants, on va dire, infirmiers libéraux d'ailleurs, que nous volontairement impliquons dans notre prise en charge quand ils existent. Quels sont les bienfaits pour les patients justement d'être soignés chez eux? On imagine qu'il y a des tas d'atouts. Christelle, par exemple, vous, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces patients? Déjà, ils nous attendent plus qu'à l'hôpital, puisque par moment, on est les seuls passages de la journée. Du coup, on nous attend. Donc moi, c'est pour ça que j'ai choisi l'hospitalisation à domicile, parce que j'ai l'impression de plus servir qu'à l'hôpital. Bon, à l'hôpital, on a notre rôle, mais là, on a 2 fois plus... on est beaucoup plus impliqué auprès du patient. Vous rentrez dans leur intimité? On rentre dans leur intimité totalement. Et puis voilà, on apprend des choses sur leur famille qu'on ne nous dirait pas à l'hôpital, des choses qu'ils veulent dire à personne, qu'ils nous le disent à nous. Et on peut intervenir sur tout ça après, en parlant au médecin, en parlant... Voilà. Tout ça, c'est important. Florence, vous aussi, c'est ça qui vous plaît dans ce métier? Il y a plus de confiance, en fait, plus de complicité, en fait. Moi, j'ai tendance à dire, et on le voit très bien à travers ce qu'elles me disent là, c'est que c'est la forme la plus humanisée des soins pour moi. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que je trouve que réellement, on prend en charge la globalité des patients et de leur famille dans leur contexte de vie. Donc qui peut mieux que ça pour pouvoir peut-être guérir plus vite et mieux, tout en ayant bien sûr la qualité des soins qui sont dispensés dans un service qui est hospitalo-universitaire, il faut quand même le rappeler. Et vous avez vu justement au niveau des soins, des patients qui vont plus vite, beaucoup mieux. Est-ce que ça, vous l'avez noté avec les patients sur place? Alors ça se voit très vite chez les enfants, chez les bébés notamment. Tous les petits poids qui nous sont adressés à la sortie de la maternité, une fois qu'ils sont dans leur milieu familial, les parents reprennent leur marque, confiance, et sont des enfants qui grossissent très vite. La courbe de poids au bout de quelques jours, ça c'est évident. Ça se voit aussi chez les personnes âgées qui sont dénutries à l'hôpital, et ça, Christelle le témoignage le montre très bien, le reportage, qui sont dénutries, qui se laissent aller, qui se laissent mourir entre guillemets à l'hôpital, une fois qu'ils sont à la maison avec leur nourriture, leur cadre de vie. Le moral revient, l'état général s'améliore, bien sûr quand c'est possible. Après, malheureusement, il arrive qu'on accompagne des gens en fin de vie aussi. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs structures d'hospitalisation à domicile à Marseille, mais quelle est votre spécificité à vous, justement, plus précisément à la PHM? Oui, effectivement, il existe plusieurs structures d'hospitalisation à domicile, qu'elles soient privées ou publiques d'ailleurs. Nous, notre spécificité, c'est d'abord d'être un service hospitalier de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Donc en gros aussi d'abord un hôpital de proximité pour tous les Marseillais, avec 4 sites. Et ensuite un service aussi de référence, en tout cas des services de référence au niveau de l'hôpital, parce que nous avons des patients, pas nous en HAD pour l'instant, mais en tout cas nous avons des patients qui viennent au CHU, parce que c'est un hôpital régional, et voire de très loin, des Alpes ou du Var, pour avoir en tout cas un avis, on va dire, très spécialisé dans certaines filières de soins. Et l'HAD, pour le coup, rentre complètement dans cette logique-là. C'est la raison pour laquelle nous ne prenons pas en charge tout type de patients. Il ne faut pas que tout le monde imagine qu'on peut, à partir du moment où on est à l'hôpital, on peut être en HAD. Non, il y a vraiment des critères d'hospitalisation. Et volontairement, où nous ne voulons pas tout faire, mais uniquement essayer en tout cas. Et on y arrive pour l'instant relativement bien, puisqu'on refuse des patients parce qu'on manque de place quelque part aujourd'hui. Justement, les patients, ils restent combien de temps à peu près en moyenne dans le service? Est-ce qu'il y a une durée moyenne? C'est très variable en fonction des pathologies. Alors en HAD, il faut savoir que la durée moyenne de séjour, ce que l'on appelle comme ça, pour les initiés, ça s'appelle DMS,
est un peu difficile à comparer, à commenter, dans la mesure où différentes pathologies sont prises en charge. C'est pas comme si dans un service de cardiologie, on sait en gros quel type de pathologie on va avoir en charge. Nous, on passe de la filière enfant à la filière obstétricale, à la filière adulte, où évidemment sur des enfants, notamment en néonate, parfois c'est 4 jours d'antibiothérapie, et chez des adultes, on a de l'antibiothérapie pendant 4 mois sur des ostéites par exemple. Donc entre 4 jours et 4 mois, vous voyez bien qu'on fait la moyenne. Nous en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que chez nous, dans notre service, aujourd'hui, après 4 mois de fonctionnement, on est à 14 jours de durée de séjour. Ce qui est relativement faible si on regarde les durées moyennes de séjour des autres HAD en France ou la moyenne nationale. Mais je vous dis encore une fois, c'est des chiffres à prendre avec toute précaution. Alors sur place, chez les patients, en fait, c'est un petit peu vous qui vous habituez à leur cadre de vie, c'est ça, à leurs habitudes finalement, un petit peu, ça se passe comme ça? Oui, on s'adapte, c'est sûr. Mais quand même, on arrive avec notre matériel, c'est quand même l'hôpital. Bon, après, c'est sûr, c'est certain. Enfin, nous, quand je fais une toilette ou même un pansement ou n'importe quoi, on est obligé de s'adapter. Voilà, parce qu'on ne va pas toujours chez des personnes où il y a des personnes qui sont adaptées à nous, où c'est très bien, c'est tout carré. Il y a des personnes, il y a le minimum, donc il va falloir qu'on s'adapte. Nous, on amène notre matériel, mais après... Mais bon, on s'habitue. Après, il y a des patients avec qui ça se passe moins bien aussi. Il y a des contextes plus difficiles. Isabelle, ça va dépendre de l'état de la personne. Oui, alors c'est là aussi où je peux intervenir. Je fais un peu le médiateur entre l'équipe et le médecin coordonnateur pour régler quelquefois des sujets sensibles. Effectivement, parce que quelquefois, on peut penser qu'on est à l'hôpital, mais... les soignants ne sont pas sur place 24 heures sur 24. Donc ça engendre des situations un peu difficiles, mais globalement tout se règle dans le temps. En général, on n'a pas eu de pépins importants, jamais. De toute façon, on l'aura compris, le maître mot de l'HAD, c'est la coordination. Donc évidemment, le rôle pivot que représente en tout cas Isabelle, c'est de pouvoir justement gérer toutes ces informations qui arrivent de différentes sources, que sont les médecins traitants, les médecins hospitaliers, les pharmaciens, des livreurs, il y a toute une logistique aussi qui est mise en place qu'on n'a peut-être pas vu sur les images. Il y a non seulement effectivement différents partenaires avec qui on travaille, différents soignants qui ne sont pas sur place, comme dans un service hospitalier où l'information passe très vite. Donc tout le monde est à distance. Donc c'est pour nous important de pouvoir avoir le maximum d'informations de manière centralisée. Et effectivement, vous avez raison de mentionner la partie logistique, puisque là aussi c'est très important, on l'a vu. On voit là justement un préparateur qui s'occupe de préparer tous les médicaments. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est le livreur qui va aller approvisionner les malades avec tous ces médicaments? Voilà, notre choix de fonctionnement à nous, ça a été d'avoir un poste de logicien coordinateur qui effectivement, on va dire, prépare toutes les commandes, tous les besoins qui sont évalués et à l'entrée et pendant le séjour, puisque tout peut être réajusté à tout moment, bien sûr, en plus en dehors des urgences de la journée, comme dans n'importe quel type de soins hospitaliers, de services hospitaliers. Par ailleurs, il y a un coursier qui livre à domicile le matériel hôtelier, médical qui est nécessaire à la prise en charge du patient. Donc c'est un métier prenant, on imagine, parce que vous êtes finalement joignable 24 heures sur 24. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? C'est le côté défi, justement, parce que parfois, il faut s'aventurer, frapper aux portes, on est dans les bouchons, c'est pas évident. Oui. Tout faire dans un minimum de temps. Oui, dans les embouteillages, Marseille, c'est les embouteillages, bien entendu. Du coup, vous connaissez la ville par cœur, finalement. Au départ, on ne connaissait pas tout, on avait des GPS, mais maintenant, on est des GPS. Parce que vous allez dans tous les secteurs de Marseille? Dans tous les quartiers, même hors de Marseille, on s'est un petit peu étendu. Vous allez jusqu'à Septem-les-Vallons, je crois, depuis peu, jusqu'au nord. Plaine Mirabeau et la Plaine-sur-Yvonne aussi. Notamment pour tout ce qui est filière effectivement obstétricale et filière enfants, il est important aussi que des enfants et des femmes enceintes puissent bénéficier de l'HAD obstétricale alors qu'elles habitent à 2 pas de l'hôpital Nord et qu'elles sont issues de ces maternités-là. Alors, parmi les soins que vous réalisez, pour donner quelques exemples, il y a des soins très spécifiques, notamment en ce qui concerne les pansements. Je crois qu'il y a des pansements à pression négative, les VAC. Alors, ça consiste en quoi? C'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est une mousse qu'on applique. Donc, c'est un soin réalisé par une infirmière qui a été formée à l'hôpital. C'est une mousse qui est appliquée sur la plaie et cette mousse est parsemée d'alvéoles qui sont reliées à un tuyau puis à une machine. Donc c'est fait il y a tout un protocole de façon stérile.
Et ça va permettre de cicatriser plus vite? Oui, ça aspire, donc on continue. Il y a une dépression qui est réglée sur un petit appareil qui ressemble à un ordinateur. Et ça, jusqu'à présent, c'était fait qu'à l'hôpital. Ça veut dire que pendant minimum 1 mois, le patient est hospitalisé pour bénéficier de ce traitement-là. Maintenant, il existe une forme portative, il rentre à la maison, il peut avoir, suivant l'endroit où c'est placé, une vie complètement normale, aller faire ses courses s'il le peut, et l'infirmière vient tous les 3 jours changer cette mousse, ce pansement. D'accord, donc on voit vraiment le bienfait aussi, le fait d'être chez soi, dans son environnement. Réellement, c'est une filière qui permet de prendre en charge des patients qui seraient restés à l'hôpital pendant 3 semaines ou 4 semaines, effectivement, pour ce genre de prise en charge, et qui du coup peuvent rentrer chez eux et bénéficier de ces mêmes types de traitements à domicile. De toute façon, ça ne pouvait se faire qu'à l'hôpital ou en HAD, donc c'est le cas. Un mot sur le côté financier, ça se passe comment? Donc c'est pris en charge par qui? Est-ce qu'il faut des mutuelles? Expliquez-nous. Alors, c'est un service hospitalier à part entière, donc comme tout service hospitalier, quand quelqu'un est hospitalisé, la totalité de la prise en charge est prise en charge par la sécurité sociale, simplement. Ce qui est différent avec l'HAD et l'hôpital, c'est que simplement il y a le prix de journée qui n'est pas payé, puisque les patients sont chez eux, et le prix de journée étant pris en charge par les mutuelles. Là, pour le coup, les mutuelles n'ont pas à prendre en charge cette partie-là, puisque les patients gèrent le côté hôtelier des choses. C'est ce qui coûte un peu cher à l'hôpital d'ailleurs. Ça va peut-être faire des émules. Vous êtes allé à Paris, je crois, vous voir comment ça fonctionnait à Lille également. Oui, ça permet de faire des économies finalement aussi. Ça permet de faire des économies effectivement dans la prise en charge globale, on va dire, du patient, tout en gardant la même qualité de soins, c'est quand même ça qu'il faut préciser. Bien sûr à la sécurité sociale, bien sûr aussi à un hôpital donné ou une structure d'HAD qui dispose de ce système-là. Par ailleurs, oui, je me suis déplacé parce que c'est important d'aller voir ce qui se passe dans d'autres HAD qui sont plus antérieurs que nous et qui, en tout cas, ont une vraie expérience depuis des années. Paris, c'est 40 ans d'existence, en tout cas le CHU de Paris et la PHP de Paris. Mais pour autant, sur Marseille, on a des HAD associatifs qui fonctionnent très bien depuis longtemps aussi, et avec qui on commence à travailler de manière, on va dire, en partenariat, parce que c'est important, chacun ne travaille pas dans son coin, chaque HAD peut avoir sa spécificité, des patients, il y en a suffisamment pour pouvoir s'en occuper. Donc l'idée, c'est vraiment, sur un même territoire, de pouvoir avoir chacun sa spécificité et de collaborer dans une bonne entente, on va dire, pour la meilleure prise en charge et la meilleure qualité des soins. Isabelle, vous avez parlé de l'assistante sociale tout à l'heure. Oui. Quel est son rôle finalement? Elle intervient au départ, en fait, au début de la prise en charge finalement? Alors bien sûr, elle collabore à l'évaluation du patient avec moi quand on se déplace dans les services. Et après, il y a tout un travail qui est purement social. Elle met en place des aides, par exemple, pour les mamans qui sont, donc Florence suit, qui ont besoin d'aide, ce qu'on appelle des aides ménagères ou des personnes pour aller chercher des enfants à l'école. Donc parce qu'elles ne peuvent pas bouger en fait, elles sont complètement alitées. Donc ça, c'est l'assistance sociale qui s'occupe de mettre ces services-là en place, qui s'occupe aussi donc, de trouver des aides ménagères, les gardes d'enfants, portage des repas si c'est nécessaire. Et il arrive aussi qu'elle ait à demander des dons pour aider financièrement des familles à acheter du matériel qui n'est pas fourni par l'hôpital. Parce que tout n'est pas fourni par l'hôpital. Donc elle a vraiment un gros travail d'enquête aussi. Elle se déplace au domicile et voilà, elle s'occupe du côté social des patients, mais aussi de l'entourage, de la famille. Parce qu'encore une fois, on prend en charge toute la famille quand on vient au domicile. Alors qu'à l'hôpital, on est très bien soigné, on s'occupe que du patient. Mais une fois qu'on est à la maison, on ne peut pas occulter le reste. Je crois que c'est un petit peu la valeur ajoutée finalement d'une hospitalisation à domicile, c'est de pouvoir, au-delà du soin, pouvoir être pris en charge dans la globalité du soin, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais par ailleurs s'occuper aussi de la sortie d'HAD et ce qui va se passer derrière. Il y a avant l'HAD, pendant l'HAD et après l'HAD, et justement la coordination ne s'arrête pas au moment de la prise en charge, mais de préparer la suite. Alors on l'a vu sur les images, vous avez un téléphone portable, vous êtes joignable tout le temps, c'est pas contraignant ça, comme justement Non, enfin moi, ça ne me gêne pas. Moi non plus. Ouais. Non, moi il est tout le temps allumé, si mes collègues, parce qu'on est une équipe quand même, nous on est une bonne équipe de soignants, donc moi je veux être disponible. On est disponible tout le temps et voilà, si quelqu'un a besoin de nous, on est là. Alors là, on voit sur des images donc un outil aussi que vous avez dans vos mallettes. Ça sert à quoi cette idée? C'est pour que les personnes soient en contact en fait
avec l'hôpital. Alors, au-delà du téléphone portable qui effectivement permet de téléphoner, comme chacun sait, de pouvoir donc communiquer des informations en temps réel, nous avons souhaité opter pour cette solution aussi qui nous paraissait indispensable, d'autant plus que c'est une HAD qui se monte et qui est tournée vers l'avenir. Hein. Donc une HAD dont on a besoin d'avoir un outil informatique aujourd'hui de communication. C'est un logiciel métier que l'on utilise sur une tablette PC comme on le voit là, qui est une tablette spécifique pour les soignants. Qui peut être transportée partout, qui est légère et qui ne se casse pas, qui peut être mouillée par exemple ou souillée selon les types de soins que l'on fait. Par ailleurs, ça nous permet en tout cas de pouvoir communiquer en temps réel les informations. Ce n'est pas un dossier patient informatisé, c'est purement un logiciel de transmission de l'information de ce qui se passe à domicile, puisque plusieurs soignants interviennent sur un même patient, mais en tout cas au moins en temps réel, tout le monde peut savoir ce qui s'est passé à distance. Alors on va vers la fin de l'émission, peut-être un dernier mot sur les liens, j'imagine, forts qui se créent parfois avec des familles. Vous gardez contact pendant plusieurs mois parfois, ça arrive? Oui, ça arrive, puisque surtout les bébés aussi. Et puis nous, quand elles accouchent, elles nous appellent, elles nous sollicitent, elles veulent nous offrir un repas pour nous remercier. C'est vachement... Ça doit être assez passionnant. Je vous remercie en tout cas tous les quatre d'être venus sur notre plateau. Donc, pour joindre le secrétariat de l'HAD, vous pouvez composer le 04 91 43 53 00. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau C'est la santé. Excellente semaine à tous.